Et on continue, bienvenue parmi nous pour cette journée 100% littérature jeunesse. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Véronique Fontaine des éditions Ponfon. Je tiens à le dire, Véronique, ce qu'elle a fait depuis quelques années chez Fonfon, c'est assez extraordinaire. C'est une maison qui a pris beaucoup d'expansion, dont les livres se démarquent par la qualité et la richesse à la fois de leurs textes, mais aussi des illustrations. Puis je vous dis, c'est très important d'en parler des illustratrices et des illustrateurs parce que c'est parfois, l'illustration est parfois plus importante que le texte en termes de la place que ça prend dans le livre. Alors, encore une fois, Véronique, bienvenue parmi nous. Sache que tu parles à plus de 6-7 provinces et territoires du Canada en ce moment. Alors, la parole est à toi. Incroyable. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. N'hésitez pas à ouvrir vos caméras parce que moi, j'aime ça, voir des gens quand je parle. Ça me rassure. Puis, tu sais, c'est une présentation, je suis toujours bien organisée puis bien brouillon à la fois. Fait n'hésitez pas d'intervenir si vous avez des questions. Tu sais, levez votre petite main puis je vais essayer de garder un œil là-dessus. Ou peut-être que Anne-Marie ou Nicolas pourront m'aider. Yeah, merci. Je ne veux vraiment pas que vous arrêtiez, là, si vous avez des questions en cours de route, vous levez la main, vous le dites, puis j'aime ça quand on échange, donc voilà. J'ai fait une belle petite présentation. PDF, pas PowerPoint, j'ai ça PowerPoint. Un beau petit PDF dans lequel tout y est. En fait, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est vous parler de certains titres, qu'on va vraiment aller en profondeur, parce que je pense que c'est en plongeant dans certains titres que vous pouvez comprendre peut-être l'essence d'une maison d'édition. Fait que j'en ai choisi quelques-uns. C'est toujours dur de faire un choix parce que je vous les présenterai tous, mais là, ça prendrait la journée. Donc, voilà. Alors, regardez bien ça. Je vais partager mon écran. Vous allez voir, là, ma full belle présentation. Pas moi qui le fais, c'est ma graphiste Camille. Sans elle, je ne suis rien. Alors, Fonfon, voilà, c'est beau, hein? Ouais, je ne vous verrai pas quand je vois quelques personnes. Ouais, fait que s'il y a des mains qui se lèvent, là, je compte sur vous, les amis, pouce carré. Alors, Fonfon, je me suis dit, je ne peux pas vous présenter ma maison sans raconter d'où elle vient parce que c'est tellement important. Fonfon, on est en 2022. Le premier titre est sorti en 2010. Donc, ça fait maintenant 12 ans qu'on publie des albums illustrés. Mais je pense que ça vaut le coup de vous raconter un petit peu ce qui a mené à la création de Fonfon. En fait, moi, à la base, je suis une musicienne. Je joue de la clarinette, plus beaucoup maintenant, mais dans le temps, c'était ça que je faisais. J'ai une maîtrise en clarinette classique. Je voulais faire de l'orchestre. Je voulais jouer genre pour Walt Disney. Là. Tu sais, la musique de film, moi, ça me fait capoter. En tout cas, ça, c'est des vieux rêves déchus. Ça pour dire que moi, j'ai un papa qui s'appelle André Fontaine, qui était spécialiste en scène de crime. Alors, il enseignait au cégep. Je m'en vais quelque part avec ça, inquiétez-vous pas. Il enseignait au cégep à Sherbrooke en technique policière. Puis, il a réalisé avec les années qu'il n'y avait pas d'ouvrage dédié à la formation policière. Puis, il s'est dit, « Hey, moi, je pars ma maison d'édition. Je vais publier mes notes de cours en livre. » Puis là, il a parti son affaire en 2003. Ça s'appelle les éditions André Fontaine. Donc, il était bien fier de ces trucs-là, puis il faisait ses affaires tout seul, puis il publiait, puis il vendait ses livres dans les cégeps, puis il s'est comme construit un réseau, et puis en 2007, il est décédé subitement. Donc, puis c'est vraiment lié à Fonfon de près, Fonfon étant le surnom de notre papa quand il était petit. Alors, ce qui est arrivé en 2007, il est décédé d'une crise de cœur subitement à la rentrée des cégeps. Il était en forme, ce n'était pas prévu. Et puis quand il est décédé, il y avait des livres qui revenaient de l'impression parce que c'était la rentrée des cégeps, des livres qui étaient en retard et tout. Bref, on s'est retrouvés, moi j'ai 2 sœurs, mes sœurs et moi, à être comme dans le garage à réceptionner des livres, à rien comprendre. Puis on s'est dit, OK, tu sais, il faut s'occuper de ça. Donc, je pense que ça a été ma thérapie pour passer à travers le deuil de mon père que de s'occuper de ces choses. Et ce qui est particulier dans ce décès-là, c'est que ma sœur aînée, Valérie Fontaine, que vous connaissez peut-être parce qu'elle écrit des livres, à l'époque, elle était enseignante au primaire et a accouché d'un beau bébé neuf le 22 août, en fait, c'est pas vrai, le 21 août 2007, et notre père est décédé le 22, donc le lendemain matin. C'était le premier bébé de la famille, là, c'était un gros événement pour nous. Ils n'ont pas eu le temps de se rencontrer, mon neveu et mon papa. Et puis ma sœur avait comme besoin de sortir ça. Elle écrit une lettre à son fils qui raconte les souvenirs. C'est vraiment l'idée, c'est de partager les souvenirs en fait de quelqu'un vers quelqu'un d'autre. Fait que c'était un petit texte qui disait à son fils, quand tu seras assez grand pour marcher, je t'amènerai voir l'arbre que grand-papa avait planté pour grand-maman. Quand tu seras assez grand pour manger des bonbons, je te ferai goûter ses préférés. Bref, elle s'est faite une espèce de lettre thérapie
Puis là, on s'est dit, hey, c'est beau, cette lettre-là. On était très, très innocentes, là. Mais c'est vrai que c'était beau en plus. On a eu du pif. Mais ça pour dire qu'on s'est dit, OK, hey, on a une maison d'édition qu'on s'occupe, là, celle de notre père. On ne comprend rien de comment ça marche, mais on pourrait peut-être se faire un livre avec cette lettre-là, un livre pour enfants, pour la famille. On en imprime 50 copies, puis pour nous, c'était comme un processus créatif qui nous faisait traverser ce deuil-là, puis on s'est comme lancé dans l'aventure. On s'est retrouvés au Salon du livre de Montréal, on est en 2008 peut-être, je ne sais plus, à chercher des beaux dessins. C'était très, très naïf, là. Alors là, oh, wow, elle a fait des beaux bonhommes. C'était vraiment ça, là. On n'avait pas le vocabulaire, on n'avait pas l'expérience pour noter des gens, des illustrateurs qu'on trouvait intéressants. Et puis, on a noté le nom de Ninon Pelletier. Et puis, on a envoyé à Ninon le texte de ma sœur en disant « Bonjour, on a une maison d'édition, on ne sait pas comment ça marche, on aimerait faire un livre avec ça, on aime vos dessins. Est-ce que vous auriez envie de faire les illustrations? On peut vous payer. » C'était vraiment ça, c'est de dire on va vous payer, mais aidez-nous. T'sais. Et là, Ninon Pelletier, l'illustratrice, a été chavirée par le texte. Il nous a mis en contact avec quelqu'un qui était en mesure de nous aider à faire la direction artistique de tout ça. Et Ninon a bien sûr accepté de faire les illustrations, ce qui fait que le titre que vous voyez à l'écran, Toujours près de toi, ton album de partage sur le deuil, et notre premier titre qu'on a lancé en 2010, puis je ne sais même pas comment c'est arrivé, mais on a créé Fonfon comme quelque chose de vrai à ce moment-là. C'est comme, je pense que c'est notre directrice artistique à l'époque, Diane Primo, qui nous a vraiment aidé à mettre ça en place. Fait que Fonfon est parti, je dis toujours que c'est une belle histoire triste, là, dans le sens que c'est parti de quelque chose de terrible, parce qu'entre nous, mon père, c'était genre la plus belle personne du monde entier. Puis, parenthèse, c'est sa fête aujourd'hui. Fait que je vous le dis, bonne fête, papa. Fait que ça pour dire que Fonfon, ben, c'est ça son essence. Puis je pense que c'est important que je vous le raconte parce que ça vient vraiment du cœur. C'est un cri du cœur dès le jour 1. Ça a été beaucoup de volonté, la volonté de respecter les créateurs, la volonté de bien faire le travail, même si on ne savait pas comment le faire, on s'est entouré. Donc voilà, c'est le premier titre de la maison d'édition. Il n'existe plus, puis peut-être qu'on va le réanimer finalement, je vous explique. C'est que ce qu'on a décidé de faire pour les 10 ans de Fonfon, en 2020, quand toute la vie s'est arrêtée, on a fait ce livre-là, Entre ici et là-bas, qui est comme une deuxième édition, si on veut, de ce livre-là. Encore les illustrations de Ninon. Mais dans ce livre-là, c'est la perspective d'un enfant qui a quelqu'un de décédé dans sa famille, mais qui ne l'a pas connu. Il y a beaucoup d'enfants dans cette position-là, qui ont un grand-père, qui n'ont jamais eu la chance de rencontrer une grand-mère, un cousin, des trucs comme ça. C'est sur toute la légitimité de ce deuil-là. Est-ce que je peux être en deuil de quelqu'un que je n'ai pas connu parce qu'il y a une peine partagée dans ma famille? T'sais? Fait qu'on s'est dit, c'est intéressant cet angle-là. Donc, dans le premier livre, Toujours près de toi, c'est vraiment la mère qui partage des souvenirs à son fils, alors que dans la nouvelle édition, c'est vraiment la voix du fils, Vincent, qui parle de ses réflexions sur ce deuil-là qu'il porte en lui, sans trop comprendre pourquoi. Est-ce que j'ai le droit de m'ennuyer de quelqu'un que je n'ai jamais connu? T'sais, je trouve ça vraiment intéressant comme questionnement. Fait qu'on s'est dit, bon, ben la vie, c'est ça, c'est des deuils. Faisons le deuil de ce premier livre-là qu'on a réimprimé quelques fois, puis allons vers l'avant avec la nouvelle édition. Mais là, ce qu'on réalise, c'est qu'on se le fait tellement demander, Toujours près de toi, encore aujourd'hui, que Caroline, on va le réimprimer, je pense. Fait que ça, c'est vraiment une décision de comme la semaine passée. Ça pour dire que je pense que les deux livres vont cohabiter dans notre catalogue parce que les deux ont le droit, tu sais. Puis il est tellement symbolique, le premier, que j'ai un peu de la misère finalement à le laisser partir. Fait que dans la vie, on peut prendre des décisions puis revenir sur nos décisions. Je vous le dis si jamais vous doutez. Alors, c'est ça l'histoire de la maison d'édition. Puis ce qui est arrivé, c'est que là, vous comprenez que le premier livre est un livre assez intense avec le deuil, puis les sentiments, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, je suis une maman aussi, j'ai beaucoup d'enfants dans mon entourage. Puis pour moi, parler aux enfants des thèmes délicats, parler des vraies choses de la vie, je trouve que c'est vraiment important, c'est pertinent de le faire, c'est important de le faire. Alors, il y a cette collection-là où on amène des sujets sensibles dans l'idée d'ouvrir des discussions avec les enfants. Je vais vous en partager là, quelques-uns suite à mon historique. Mais ce qu'on se dit aussi, c'est, tu sais, on ne peut pas... En fait, regardez, deuxième slide, là, checkez bien ça. Sont là nos collections. Fait qu'on se disait, bon, ben, on a la collection Histoire de vivre, qui est notre collection de livres à thème. On apprend la vie avec les enfants, on partage nos expériences, on aborde des sujets sensibles parce que des fois, en tant que parent ou enseignant, on manque d'outils. Ben, plonger dans une histoire, ça peut vraiment faire le lien puis aider à la discussion. Donc, c'est cette première collection-là qu'on a mis en place. Mais pas longtemps après, on s'est dit, OK, mais nous, on a aussi vraiment beaucoup du plaisir là, dans la vie, puis on aime rire, puis on a envie que les enfants soient attirés vers des œuvres, puis qu'ils découvrent le plaisir de la lecture s'ils ne l'ont pas encore découvert. Alors, on a une collection qui s'appelle Histoire de rire, et là, on est vraiment dans quelque chose d'autre. Là, on est dans des histoires complètement décomplexées. C'est pour le plaisir, c'est pour l'amour de la lecture, sans être dans vraiment les gros sujets lourds, parce que je pense que les deux peuvent très bien cohabiter chez une même maison.
Véronique, Et est-ce on a que je une... peux t'interrompre? Hey, mais hein? On a un problème avec Lilou la loutre, là. Oui. C'est la chose la plus drôle au monde. C'est tout ce que je Ah! veux dire. C'est un des livres les plus drôles au monde. Yay! C'est tellement irrévérencieux en même temps. C'est tout. J'avais juste envie Hey. de dire ça Ah, parce t'es que fine. je l'ai tellement ri, ce livre-là, que fallait. Genre, ils sont tous bons, ils sont tous drôles, Ouais. mais celui-là m'a vraiment fait rire parce qu'il y a ce côté d'irrévérence qui est adorable. Ben, je vais aller tantôt en profondeur un petit peu. Je vais vous le présenter, celui-là, puis je pourrais vous raconter que oui, c'est irrévérencieux, puis ça plaît, puis il y en a que ça brusque, mais c'est vraiment... Moi, je veux susciter des réactions. À quelque part, quand on lit, on veut vivre une expérience toujours bien. Fait que je me dis, ouais, ce livre-là, je vous raconterai l'anecdote tantôt, mais tu as vraiment raison. Ah ouais, drôle cette anecdote-là. Ouais, j'ai hâte d'être rendue là. Bref, ça pour dire que n'hésitez pas à intervenir, moi, ça me fait full plaisir. Histoire de lire, cette petite collection ici, OK, celle-là est née d'une autre affaire. Là. Tout vient de ma fille puis de ma famille, là, finalement. Excusez, là, ça fait peut-être pas très professionnel, mais en même temps, c'est le cœur. Hein? Ça vient du cœur. Alors moi, ma fille, première année, on s'entend, j'ai une maison d'édition, on lit des albums, j'en achète, j'en ai des tonnes, on lit chaque soir des histoires depuis toujours. Et là, elle commence à pouvoir lire par elle-même et elle ne veut plus lire parce qu'elle trouve ça d'un ennui mortel. Fait que là, ce qui se passe, c'est qu'en première année, chaque soir, dans le sac à dos, il y a un petit livre à lire, puis elle a des feuilles à remplir. Et ce moment de lecture, je veux dire, c'est extraordinaire. Elle peut lire par elle-même, c'est supposé être quelque chose d'incroyable, puis quelque chose qu'elle devrait être fière, devient un fardeau chaque soir parce que les histoires, ça ne l'intéresse pas. Puis en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que ce n'est pas des histoires, là. C'est vraiment des livres pour pratiquer la lecture. Donc, c'est très, 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 très de base. C'est beaucoup, évidemment, d'énumération. Je vois la plage. Je vois le ballon. Je vois... Puis là, ça, c'est une vraie histoire. Hein? Puis ça finissait avec « je vois le sac ». Puis là, je me disais, je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire que ça, c'est un livre, que le punch, c'est « je vois le sac ». Je veux dire, il n'y a rien, tu sais, c'est pas vrai, il n'y a pas de construction. Puis là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible que les enfants se fassent lire les plus beaux livres du monde, toute leur jeunesse, puis quand ils ont enfin accès à lire eux-mêmes, ils se retrouvent à lire des affaires que c'est pas de la littérature, finalement. Donc, on s'est dit, OK, ben nous, on va faire quelque chose qui est un petit peu limite, dans le sens que c'est des premières lectures, je vais vous le présenter tantôt, vous allez bien le voir aussi, mais on n'est pas, on n'est pas super pédagogique, en fait. On ose aller vers des mots qui n'ont peut-être pas vu, des syllabes qui sont peut-être difficiles à décoder, mais on s'est dit, on va oser aller dans des textes très, 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 très courts, une forme de première lecture qui va permettre aux enfants qui se plongent là-dedans d'avoir une expérience le fun, puis d'avoir envie d'y retourner, puis qu'il y ait de l'humour. Fait qu'on a comme essayé quelque chose qui ne s'est pas gradué réellement. Je vais vous en parler un peu plus tantôt, mais l'idée, c'est d'avoir des textes hyper, 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 hyper courts, mais littéraires. Donc, ça, c'est ce que fait Fonfon. Voilà les 3 collections. Puis là, on a une nouvelle, et je ne l'ai même pas mis dans le PDF, tu parles d'une affaire. On a lancé une nouvelle collection cette année qui s'appelle Courte Pointe parce qu'on s'est dit, tout ça est très rigide, puis on a une ligne éditoriale super claire, mais quand on tombe sur un coup de cœur qui n'a pas rapport avec ce qu'on fait, comment on fait? Puis là, ben, je n'ai pas pu me retenir. On a fait un livre de recettes cette année. Fait que je vais vous le présenter un petit peu plus tard. Ça, c'est les 3 collections chez Fonfon. Fait que là, mettons qu'on se plonge. Là, vous avez tout compris parce que j'ai déjà ben trop parlé, mais la collection Histoire de vivre, c'est vraiment des livres pour aborder des thèmes, pour accompagner les parents. On a toutes sortes de thèmes là-dedans, l'identité de genre, l'autisme, la gestion des émotions. Puis là, ben là, on se lance, je vous raconte des histoires. Ma maison tête. Alors, Ma maison tête, ça, c'est un livre écrit par Vig, son vrai nom, Vincent Gagnon, qui est aussi illustrateur dans le duo Belle Brute, pour ceux qui connaissent aussi ce duo-là. Ce livre-là, Ma maison tête, là, je vous raconte l'histoire avant, parce que c'est pour ça qu'on est là. On est là pour jaser, hein, pour avoir ce qu'on ne sait pas quand on va en librairie. Alors, Vincent a un trouble du déficit de l'attention. Puis, il l'a su vraiment tard dans sa vie. Il l'a su après que son propre fils a été diagnostiqué. Une fois que toutes les étapes ont été passées pour son fils, le psychiatre ou je ne sais quel spécialiste était devant lui, a dit « Et vous, M. Gagnon, qu'est-ce qu'on fait pour vous? » Puis il était comme « Moi? Mais voyons, moi, ça va. » Et il a réalisé finalement qu'il avait un trouble du déficit de l'attention depuis qu'il était tout petit. Puis ça a été une immense révélation. Quand tu apprends ça dans la quarantaine, tu réalises toutes les béquilles que tu as, tout ce que tu as mis en place sans le réaliser, puis toute l'énergie aussi que tu perds parce qu'il y a ça qui n'est pas identifié.
Fait qu'il y a eu une grande révélation, en fait, pour Vincent. Et puis, il y avait cette idée de faire un livre sur le trouble du déficit de l'attention. On est au Salon du Livre, je pense, de Longueuil, puis là, on jase, puis on pleure. Tu sais, on pleure parce que c'est tellement important ce qu'il vit, puis ce qu'il est en train de découvrir sur lui. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas, le trouble du déficit de l'attention. En tout cas, moi, je pensais que je connaissais ça. C'est comme, oh, oui, là, il ne se concentre pas, c'est tough. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça du tout. Puis on s'est dit, OK, il faut que ceux qui sont pas, ceux qui ne connaissent pas bien ce trouble-là puissent le comprendre mieux. Puis il faut aussi que ceux qui vivent avec, peut-être, aient des outils, pour un peu mieux naviguer à travers tout ça. Ce livre est sorti en, je ne sais même plus, octobre 2020, je pense. Oui, c'est ça. Puis là, ben, ça a été fou parce qu'il a remporté le prix TD de la littérature jeunesse canadienne. Il a remporté le prix Harry Black, puis il a été finaliste pour le prix du gouverneur général aussi. Puis c'est comme s'il a trouvé sa place, autant au niveau de la critique, mais aussi dans les familles, parce qu'on a reçu des tonnes de magnifiques témoignages. Alors là, ce que j'ai décidé de faire avec vous, j'ai fait comme des livres raccourcis, OK? Fait je vais le lire avec vous, mais pas au complet parce qu'il fait comme 72 pages, ce livre-là. Mais l'idée, c'est qu'on va y aller comme en section. Fait que vous allez vraiment comprendre l'esprit, les illustrations, puis un peu le style de l'auteur. Fait que je vais vous faire un peu la lecture, puis ponctuer ici et là d'affaires. OK? Alors, le livre commence comme ça. En fait, c'est pas vrai. Je ne vous ai pas mis la page la plus importante, la page de la pagaille. Il y a une première page dans ce livre-là, juste avant ça, qui nous parle de la pagaille. Si on va sur la couverture, vous voyez tous les petits points qu'il y a derrière. Ce que ça nous dit, c'est que pour une personne qui a un trouble du déficit de l'attention, tout ce qui est autour de lui, les odeurs, les bruits, ce qu'il voit, imaginez-vous là, que ça se transforme tout en petits points, tout ce qui vous entoure. Puis que là, à un moment donné, là-dedans, dans ces points-là, il faut que tu saches c'est lesquels les plus importants. Mais c'est comme pas possible de le savoir. Puis ça, c'est l'espèce de résumé que fait Vincent du trouble du déficit de l'attention. Parce que finalement, c'est comme si c'est un problème de hiérarchisation d'informations. Tout est sur le même pied. Tu ne peux pas t'y retrouver. Fait que si tu t'imagines tout ce qui est autour de toi, c'est un petit point, mais tu te dis lequel est le plus important, mais je ne le sais pas. Mais c'est ça l'enjeu de ce trouble-là. Alors, la pagaille, les petits points sont un petit peu partout dans le livre. Donc, ce matin, c'est la récitation. Le corbeau et le renard. Cette fable, je la connais par cœur. Maman m'a beaucoup aidée. Elle dit que je l'ai apprise sur le bout de mes doigts. Moi, je pense que je l'ai plutôt apprise dans ma tête. Donc, on commence l'histoire avec le petit Vincent. Et là, whoop, on est rendu aux commandes de mon avion. J'aborde une manœuvre de descente en douceur. Destination l'école, 2e étage, classe de mademoisellerie. Alors, lorsqu'on comprend, lui, il est en train de déjeuner, puis soudain, il est déjà ailleurs. C'est un peu ça aussi, ce trouble-là. C'est de se retrouver d'une place à l'autre sans trop être capable de suivre. C'est pas toujours évident. Donc, il se retrouve dans son avion, atterrissage forcé, boum, il s'écrase en classe. Et là, le professeur est comme, « Monsieur Vincent, êtes-vous avec nous? C'est à votre tour de nous réciter votre fable de La Fontaine. » Fait que là, on comprend que c'est à son tour. Tu sais, il déjeunait, il avait appris sa fable par cœur. On est rendu en classe. Il est ébranlé. Tout ça a été trop vite. Il ne comprend plus rien. Et là, il nous dit, je regarde partout dans la classe pour essayer de trouver le début d'une phrase. Il y a tellement d'élèves, de meubles, d'objets, tant de choses qui tournent autour de moi. C'est la pagaille. C'est la fameuse pagaille dont on parle, tout qui se transforme en petits points. Je regarde dans ma tête, je regarde le bout de mes doigts en pensant très fort à maman. Je leur chuchote de m'aider. Rien. Pauvre petit minou, tu sais, il ne se souvient plus de rien. Puis pourtant, il savait sa fable par cœur. Et là, c'est l'humiliation. Il se retrouve à être devant la classe, figé, pas capable de le faire, puis il retourne complètement humilié à son endroit. Et là, il nous explique quelque chose. Dans l'histoire, il nous dit, bon, moi, ma famille voyage beaucoup à cause du travail de mon père, et j'ai décidé que ma maison, ma vraie, ce serait ma tête. Et là, il nous présente un plan de sa maison-tête. Alors, on voit qu'il y a le vestibule, et là, on voit le salon, salle des contrôles. Alors, il nous explique tout ça. Voici comment fonctionne ma tête. Et là, il nous fait faire une visite. Alors, on rentre par le vestibule. Et là, il nous explique, c'est souvent là que j'attends maman et papa pendant les heures d'école quand tout devient trop flou ou lorsque mademoisellerie devient trop impatiente, le vestibule donne sur l'extérieur. Alors, il fait comme ça le tour des pièces. Je ne vais pas toutes les faire parce que vous allez être tannés, ça va être trop long. Mais vous ne seriez pas tannés, en fait. C'est juste qu'on va manquer de temps. Alors, tout ça pour dire qu'on visite les pièces, le salon où il reçoit des personnages, avec qui il y a des grandes discussions, et la salle des contrôles. Bon, ça, c'est bien important parce que lui, il se dit que tout se joue là. Il se dit, c'est là, tout est sur les écrans en même temps, toujours en même temps. Puis il y a plein de boutons, puis tout clignote. Puis il se dit, moi, un jour, là, je vais être capable de prendre le contrôle de cette affaire-là, puis de gérer cette affaire-là, puis d'avoir une espèce de contrôle sur ce qui se passe. Mais là, c'est vraiment une place où il va souvent
où il perd beaucoup d'énergie à tenter de contrôler les affaires, mais il y a espoir qu'un jour, il sera capable. Alors, on fait le tour de sa maison comme ça, le lunarium. Alors, il va là quand il n'arrive pas à dormir, parce qu'il y a aussi une chambre où il peut aller dormir, la chambre noire, mais elle change de place. Fait qu'elle ne trouve pas tout le temps dans sa maison. Quand il ne la trouve pas, il va au lunarium. Alors, c'est comme ça, bon, je ne vous ai pas toutes montré les pièces, mais là, on arrive au bout du compte, il revient dans son salon, et là, le renard et le corbeau de sa fameuse fable sont là. Et là, le corbeau est un peu baveux, il est comme, voyons, t'es bien pas bon, tu ne souviens pas de rien. Puis le renard, il est comme, oui, mais regarde, on est ici, là, il nous connaît, il a bien appris sa fable, c'est juste qu'il n'a pas réussi à la faire. Fait que là, on comprend un peu l'espèce d'ange et de démon, là, si on veut, le renard qui est bien gentil, mais le corbeau qui est un peu baveux, qui sont des personnages qui vont l'accompagner tout au long de l'histoire. Et là, le lendemain, il n'aura pas trouvé la chambre lumière, la chambre noire, il n'aura pas réussi à dormir, fatigué, il retourne en classe. Et là, Mademoiselle Ray, dès qu'elle est un peu sévère, elle est quand même vraiment gentille, puis elle est comme, OK, aujourd'hui, je vais vous aider, là, c'est la récitation, je vais vous asseoir avec moi en avant, comme ça, vous allez être tranquille, juste à côté de la fenêtre. Alors, voici, elle m'installe jusqu'à côté de la fenêtre. Et pour un enfant normal, qui n'a pas le trouble du déficit de l'attention, il n'y aurait pas de problème, mais quelqu'un comme Vincent, c'est ça qui arrive. Alors, cette page-là, pour moi, elle est hyper forte. Parce que ce qui se passe, c'est que Vincent, tout ce qu'il voit à l'extérieur, il nous le dit. Fait que la fenêtre, le cadre en bois peint, non. Puis là, c'est comme si tout ce qui était vu dans la fenêtre devient quelque chose au même niveau. Puis c'est exactement ça, le TDA. C'est de dire comment chez moi, là-dedans, qu'est-ce que je dois être en train de faire, qu'est-ce que je dois être en train de lire, sur quoi je devrais porter mon attention. Alors, c'est une espèce d'énumération qui est vraiment dure à faire là, quand on la lit. Quand on a le livre dans les mains puis qu'on lit ça, c'est très ardu. Puis pour moi, c'est un peu vivre l'expérience du TDA. Et moi. Donc, le pauvre Vincent, lui, il est tout petit, il est perdu là-dedans. Plus tard dans l'histoire, on se retrouve à aller au cinéma avec son papa. Ils vont voir Pinocchio. Puis là, ça ouvre toute une réflexion pour lui. Il se dit, comment ça j'ai réussi, moi, à écouter ce film-là? Qu'est-ce qu'il y a au cinéma qu'il n'y a pas ailleurs? Puis là, il se dit, au cinéma, là, il y a juste l'écran, puis tout du noir autour. Fait que finalement, j'arrive à me concentrer sur une seule chose. Et là, il se dit, là, je sais qu'est-ce que je vais faire. Il s'en va dans sa chambre, vous vous souvenez, là, tous les écrans, dans sa pièce de contrôle. Et là, il se met à couvrir tout de noir, comme au cinéma, puis il se dit, je vais regarder juste un écran à la fois. Ce qui est extraordinaire, il réussit à le faire, puis il réussit à juste écouter sa mère, puis il n'en revient pas. Mais là, le pauvre, il est épuisé, il s'endort. Et là, il se met à faire une espèce de rêve où il essaie de tout couvrir, puis il réalise que c'est comme infini, puis que c'est pas possible d'être capable de tout recouvrir. Et là, le corbeau est là, puis le thème du comme tout le monde revient souvent, être comme tout le monde, puis il n'y arrive pas. Puis là, c'est vraiment un rêve vraiment envahissant, puis il se réveille, puis il se dit, peut-être que je suis un pantin après tout ça. Après tout, je ne décide de rien. Un pantin, ça n'a que du bas dans la tête. Un pantin qu'on assoit à l'école le matin et qu'on récupère l'après-midi. Un pantin qui rêve de devenir comme tout le monde. J'ai envie de pleurer, mais je ne peux pas, je suis en bois. Moi, cette phrase-là, je suis juste comme, oh mon Dieu, tu as raison, c'est tellement triste. Et finalement, à ce moment-là, Vincent commence à se dire, peut-être que la solution, après une discussion avec son ami le renard, qui lui dit, tu sais, au cinéma, tu as focusé sur le noir, mais pourquoi tu ne focuserais pas sur la lumière à la place? Et là, il se dit, c'est vrai, parce que dans toutes ces chambres-là, oui, il y a la chambre de contrôle, mais il y a aussi la salle de la lumière. Et là, il se dit, peut-être que ça fait des années que je me bats dans la salle des contrôles pour essayer de prendre le dessus sur tout ça, puis que ma solution est dans ma salle lumière. Alors, il décide finalement de se consacrer sur ça, sur cette lumière-là, sur cette chose-là qui est positive. Alors là, il se dit, je ne suis pas un pantin, je ne suis pas un renard ni un corbeau, je ne suis pas tout le monde, je ne suis pas la pagaille, je suis moi. Je crie, maintenant je veux parler. J'entends, maintenant je veux écouter. Je vois, maintenant je veux regarder. Alors, pour moi, ce livre-là, c'est comme vraiment nécessaire, en fait. Ce qui est particulier, c'est que les enfants à qui on raconte cette histoire-là, qui vivent avec un TDA, se retrouvent à faire leur propre plan de leur propre maison-tête. Donc, ils disent, moi, dans ma maison-tête, j'ai la bibliothèque. Moi, j'ai la salle musique. Moi, j'ai le gymnase. Puis ça permet vraiment aux enfants de réfléchir un peu aux outils qu'ils ont, aux intérêts qu'ils ont, puis de se focusser sur ce qu'ils sont, puis d'être fiers de leur maison-tête. Fait qu'il y a des enfants qui ont des grandes révélations par ça, mais aussi des parents, des grands-parents qui ont lu ce livre-là et qui ont réalisé beaucoup de choses sur eux. Donc, je pense que ce livre-là est vraiment nécessaire et peut faire de grands biens à beaucoup d'enfants. Donc, c'est un de nos livres dans la collection Histoire de vivre. Puis, Véronique, si tu permets, je trouve aussi que c'est un ouvrage qui... Parce qu'on a beaucoup de gens ici qui viennent de milieux minoritaires francophones où on va souvent chercher des livres
plus vieux, mais avec une langue plus accessible. Puis je trouve que ce livre-là, il permet ça. La langue, elle n'est pas extrêmement compliquée, mais le fait qu'il y ait des images qui sont quand même assez poétiques, je ne dirais pas que ça en fait un album résistant, mais ça en fait un album qui demande de s'y attarder puis de le relire. Oui. Donc, et le texte est assez long. Tu disais, c'est 72 pages. Mm-hmm. Mais en même temps, il y a l'illustration qui arrive comme un support. Donc, on est vraiment avec un livre qui peut être super intéressant à utiliser avec les plus vieux, parce que les thématiques sont intéressantes pour les plus vieux, une langue accessible, pas trop court, vraiment un bon format pour ses lecteurs, à mon avis. Tu as raison, bien dit. Hey, punch tant que tu veux, hein, tout le long de ma présentation. Mais c'est super touchant. Là. Moi, honnêtement, je ne pense pas avoir un déficit du trouble de l'attention, mais il y a des éléments dans lesquels je me reconnaissais. Je pense qu'il y a des choses dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître quand la vie va très vite. Puis juste avec cette petite expérience-là, qui n'est pas l'expérience de quelqu'un qui a ce trouble-là, ça m'a énormément touchée. Fait que je me disais, quelqu'un qui vit ça puis qui voit ça dans un livre, d'être représenté comme ça, c'est précieux. Ah, absolument. Puis, nous, on a des espèces de témoignages d'enfants. Une mère qui me dit, mon fils a dit à son enseignant, là, ça va pas, laisse-moi être dans ma maison tête. C'est comme, ça devient comme un refuge parce que c'est ça le point de Vincent, c'est sa maison tête, c'est sa place à lui où il est plus en sécurité ou en tout cas, du moins, qu'il contrôle, c'est tellement touchant. C'est tellement touchant. Puis moi aussi, j'ai pas de TDA, mais je me suis retrouvée dans quelques trucs, puis je comprends vraiment mieux. Souvent, c'est un peu péjoratif. Il y en a qui pensent que le TDA, là, ils sont dans l'une. Non, ils sont comme tellement stimulés. Il y a tellement de choses qui se passent dans leur tête. Au contraire, Donc, je trouve que ça leur redonne ce qui leur revient, finalement, à ces enfants-là. Bref, fait que là, vous comprenez que je lis comme en survolant de même. J'espère que vous me suivez et que ça va. Là. Parce que là, on va le faire une couple de fois. Fait que là, voici Les combats de petits cœurs, qui est un titre assez vieux. Là. C'est sorti en 2013 chez nous, mais c'est encore un titre qui fonctionne bien. Puis je vous le présente parce que je sais que pour les enseignants, c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très utile pour vos classes. C'est sur la gestion des émotions. Puis encore une fois, vous voyez, tantôt dans ma maison tête, il y avait une espèce de métaphore entre le TDA puis la pagaille, les points, pour un peu imager, si on veut, le concept. Ici, c'est tout au niveau de la gestion des émotions, représenté par des mini-moi. Alors, l'histoire commence, on est avec le petit personnage du cœur qui attend pour aller voir, en fait, le directeur. Et sa mère s'en vient à grands coups de talon, puis là, il sait que ça va mal se passer. Mais regardez le petit minou d'amour. Je veux dire, il s'en va voir le directeur, visiblement, il y a quelque chose qui n'a pas été dans sa journée, mais c'est pas un méchant, c'est pas, comme, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Alors, l'histoire commence comme ça, bien, on ne le sait pas. Et là, il nous explique. Et moi, cette page-là, je l'adore, les enfants aussi. Il nous dit, c'est ça le problème. Je ne suis pas toujours la même personne quand j'agis. Mon oncle Richard, qui habite avec nous depuis que papa est parti, dit que c'est comme si j'avais des marionnettes en moi. Elles jouent différents rôles et elles sont comme sur le ring, en plein combat de boxe. Alors ça, là, le combat intérieur, là, vous l'avez tous, moi aussi. Genre, chaque jour, il y a des combats qui se passent en dedans de nous. Il me semble que je devrais faire ça, mais non, j'ai fait ça. Puis bon, cette affaire-là, je pense que de l'imaginer comme un combat de boxe à l'intérieur de soi, soi-même, c'est des mini-moi, là, moi contre moi. Je trouve ça extraordinaire comme image pour les enfants. Parce qu'on est tiraillés dans la vie, puis des enfants, ça apprend à comprendre cette affaire-là. Bien, pour moi, ça permet ça. Et là, l'histoire est comme ça. On fait la journée de petit cœur avec lui, on comprend ce qui s'est passé. Et tout est ponctué de ding-ding, comme si on était sur le ring de boxe, vous comprenez? Dans le coin gauche, Ticard le peureux attend sa sentence. Mais dans le coin droit, vous auriez dû voir Ticard l'arrogant s'enflammer en classe il y a une heure. Il était sûr de lui, grande gueule, les épaules droites, l'œil invincible. Le genre qui attaque ceux qui l'énervent en leur lançant des insultes bien cinglantes. Dans mon élan d'insolence, j'ai oublié que M. Louis, mon prof, n'est pas membre de l'équipe adverse. Mais comme s'il l'était, je me suis adressée à lui dans la langue qu'on interdit à l'école. Mauvais choix. Et toute la journée a été bien remplie de combats. Retour en arrière. Donc là, on comprend qu'il y a eu une espèce d'élan de colère qui ne s'est pas contrôlé. Puis, c'est rare qu'on voit la colère. Qu'on ose le rouge, le noir. Puis les enfants en vivent. Moi, j'en vis encore. On dirait qu'on a honte de notre colère, là, mais on peut-tu la lire, la colère, la voir, la colère, puis se dire que tout le monde en a? Pour moi, ce livre-là, c'est ça aussi. Puis on a le droit d'être en colère. Puis là, d'autres fois, on voit Ticard ding-ding dans le coin gauche. Bien là, c'est Ticard le combattant qui est gentil pour sa petite sœur. Fait que là, tu te dis non, c'est pas parce qu'il est en colère que c'est une mauvaise personne pour autant. D'autres fois, c'est Ticard le gentil qui réconforte sa sœur.
Puis d'autres fois, c'est Ticœur le paresseux parce qu'il est bien déçu d'une activité en classe. Là, il était supposé faire un projet là, sur les animaux, puis là, finalement, il était en équipe avec quelqu'un qui ne voulait pas, puis il s'est ramassé avec le thème des poissons. Ça, il ne tentait pas. Fait que là, on voit, oups, là, on l'a perdu ce coup-là. Alors, on voit finalement toutes ses réactions durant sa journée. On voit le fameux moment où il s'en prend à son professeur, puis qu'il dépasse les bornes, ce qui l'amène finalement chez le directeur. Arrêt du combat, c'est à ce moment-là qu'on envoie KO chez le directeur. Et là, il retourne à la maison, très honteux. T'sais, il n'est pas fier là, de ce qui s'est passé. Puis là, il se dit, oh non, il entend son nom qui s'en vient, puis il se dit, oh là là, je vais passer un mauvais quart d'heure. Et là, arrive en tout cas, moi, c'est une autre de mes pages préférées, arrive cette discussion avec son oncle. Il lui dit, ce qu'il faut que tu comprennes, petit cœur, c'est que les mini-moi en toi, ceux qui se combattent, le petit cœur en colère, le petit cœur gentil, le paresseux, ces petits cœurs-là ont tous le droit d'exister. Par contre, ça te prend un arbitre en toi qui détermine les moments où c'est le tour de chacun de se positionner. Il y a une façon d'être en colère, il y a une façon d'être gentil, il y a une façon de tout ça. Puis on accepte ces mini-moi-là, puis il faut juste être capable un petit peu de les contrôler. Puis ça, je trouve que ça permet aux enfants de se dire, ben oui, les sentiments que j'ai chaque jour, ben j'ai le droit de les avoir. Mais après ça, comment ça sort? C'est à ça qui sert mon arbitre, tu sais. Alors, l'histoire finit que ding-ding, Ticœur le confiant relève les épaules et il se dirige lentement, mais sûrement vers le ring. Quel sera le prochain mois à se présenter? Moi, je l'aime, ce livre-là. Je l'aime. J'ai pas j'arrête pas de me vanter que j'aime tout, mais en même temps, je suis là pour ça. Tu sais, si je fais ces livres-là, c'est que je les ai choisis, c'est qu'on pense qu'ils peuvent faire la différence dans la vie des enfants. Puis celui-là, après toutes les années, c'est un livre qui a presque 10 ans. Il continue sa vie, il continue à aider les enfants. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce véhicule de l'histoire, de raconter pour finalement dire hey, moi aussi, je vis ça. T'sais, moi aussi, j'ai ces sentiments-là. Puis, le petit arbitre, je n'avais pas pensé à ça. Je vais avoir recours à cet outil-là. Mais tout ça est toujours en fiction. T'sais, on n'est pas dans le documentaire, on est dans l'histoire. Alors, ce livre-là, Les combats de Ticœur, est un grand classique chez Fonfon. Anatole qui ne séchait jamais, un autre grand classique Fonfon qui a lui aussi gagné le prix littérature jeunesse canadienne TD en 2019. Il a aussi été finaliste au prix des libraires en 2020. Et là, on est dans un autre registre, mais toujours dans notre collection de livres à thème. Un livre écrit par Stéphanie Boulay, illustré par Agathe Bribouret. On est vraiment dans un texte très, très musical, avec une structure particulière, mais qui sonne très, très bien. Mon petit frère venait tout juste d'avoir 4 ans et il pleurait. C'est ce qu'il faisait toujours, pleurer. Le matin, il pleurait. L'après-midi, il pleurait. Il pleurait même en mangeant, même en dormant, même quand il faisait beau soleil et que tout le monde était content en se disant bonjour. Voyez-vous le pauvre Anatole qui pleure à travers tous les gens, beaucoup trop contents de vivre. Et là, c'est l'histoire, dans cette histoire-là, c'est vraiment la grande sœur qui décide de trouver qu'est-ce qui se passe avec son frère, puis comment elle pourrait l'aider. Donc là, on voit la grande sœur et le papa. Alors, papa et moi, nous répétions son nom tout en nous tournant de grimace. Anatole, Anatole, il pleurait. Donc là, elle cherche des solutions. Nous nous barbouillons le visage de 1000 couleurs en faisant des cris d'animaux pour lui. Il pleurait. Nous inventions des chansons très, très drôles en nous secouant de tout bord, tout côté. Il continuait de pleurer. On comprend que peu importe ce qui se passe, Anatole, il pleure. Nous lui demandions « Anatole, pourquoi tu pleures? » Anatole répondait « C'est pas. » Toujours la même réponse « C'est pas. » Alors, la grande sœur se dit « Là, il y a de quoi qui ne marche pas. Là. Ça se peut pas là, que tu fasses juste pleurer tout le temps. » Puis là, elle était même en train d'être un petit peu inquiète de son père, qui lui aussi était découragé. Puis qu'elle se disait hey, « Là, si lui aussi se met à pleurer fort comme Anatole, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. » T'sais. Alors là, elle a des grandes réflexions, cette petite Régine, c'est son nom, je trouve ça bien cute. Alors, elle nous dit, bon, c'est certain que moi, Régine Bibeau, je suis plus grande, donc je peux m'occuper de beaucoup de choses toute seule. Brosser mes dents, mes cheveux, me faire des tresses poissons, penser aux arbres qui se prennent pour des choux-fleurs. Je peux aussi lire des livres qui ont beaucoup de mots, dessiner des otaries, étudier les moustiques avec une loupe, choisir mes épaisseurs de vêtements et soigner mes animaux de compagnie. Mais des fois, j'aurais aimé avoir un papa à la tête qui tient toute seule et un petit frère aux yeux secs pour aller faire des promenades et boire des jus de fruits avec des pailles au dépanneur. Fait que là, on voit qu'elle souffre un petit peu, elle, de ça aussi, mais qu'elle se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et là, Anatole ne séchait plus jamais, jamais. Alors, il a bien fallu trouver ce qui n'allait pas. J'y ai pensé, puis j'ai eu une idée. J'ai pris toutes sortes de crayons, de bois, de cire, des feutres et aussi des pinceaux et des couleurs à mouiller avec de l'eau. J'ai rassemblé tout ça sur la table de la cuisine et j'ai dessiné et j'ai peint toute la journée. J'ai montré mes dessins à Anatole et je lui ai demandé de m'indiquer ce qu'il faisait pleurer très fort. Mais il n'y avait rien et Anatole pleurait encore plus fort.
Sauf que après, Anatole s'est calmé, il m'a demandé une feuille et des crayons de cire. Et là, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Il a dessiné un petit garçon qui lui ressemblait, il a bien prononcé Anatole. Ah, Anatole, c'est ton nom qui te fait pleurer? Non, c'est Anatole. Ah bon? Alors, sa sœur, elle commence à se dire, coudonc, qu'est-ce qui fait qu'il pleure d'Anatole? Puis là, c'est donc bien compliqué, cette affaire-là. Puis là, elle s'est dit, bon, ben, il va falloir que j'essaie de trouver en cherchant plus loin. Alors, elle a mis sa main sur ses yeux pour qu'il fasse noir dans sa tête et j'ai essayé de le faire penser à des belles images. Je lui ai parlé du gazon, de ballon de plage, d'un beau cheval brun pâle et de sucre d'érable. Anatole pleurait toujours. Et là, elle se met à investiguer ailleurs. Alors, elle dit, coudonc, es-tu content de tes vêtements, toi, Anatole? Puis là, il regarde les trucs, là, il se met à fouiller sur Internet. Puis là, il décide de s'acheter quelques trucs, dont une jupe jaune. Et là, le papa n'était pas tant convaincu de la jupe, mais savez-vous quoi? Anatole n'a pas pleuré de nouveau cette journée-là. Le lendemain, j'ai demandé à Anatole en pleurs s'il aimait son cœur. Comme il ne savait toujours pas, on l'a écouté battre ensemble avec mes outils d'infirmière. Son cœur semblait à la bonne place et suivait le bon rythme, ou en tout cas le même que le mien. C'était une chance. Je n'aurais pas aimé qu'il ne fonctionne pas bien. Je n'aurais pas pu le soigner, même avec mes outils. Fait que là, la sœur, là, elle cherche. Ils font plein d'affaires. Et là, ils décident de repeindre les chambres. Donc, la sienne en jaune soleil et l'autre vert pomme. Et là, on voit tranquillement des changements. Alors là, on s'entend, là, on a skippé des petits bouts du livre, mais on se retrouve à un moment où Anatole a une toute nouvelle identité. Puis là, ben non, il ne ressemble pas aux autres petits garçons de son âge et de son école. Mais Anatole, il pleure moins que d'habitude maintenant. Et là, on est rendu plus à la fin du livre et ça nous dit « La vie ne sera pas toujours facile, comme dans les histoires de princesses ou de fées, que je n'aime pas tellement de toute façon. Mais chaque fois qu'Anatole se fait lancer des roches par les plus grands au parc, chaque fois que Macha Lalonde me fait une grimace, chaque fois que petit papa se chicane avec un adulte qui lui dit des balivernes, chaque fois que je m'ennuie de maman, chaque fois que Madame Marcel me dit d'arrêter d'être dans la lune pour une fois, je m'imagine qu'en grandissant, il arrive qu'on devienne sec et cassant, comme la broche à foin, et qu'il faut faire attention. » Moi, je pense souvent à la broche à foin. Des fois, je me sens sec et cassante, je ne sais pas vous, mais je trouve que cette phrase-là est vraiment importante. Puis je pense que c'est une image forte pour les enfants aussi, tu sais. Alors, on comprend que la famille se retrouve, qu'Anatole a beaucoup changé. Oups, c'est la fin. Puis finalement, à la fin, la famille retourne au dépanneur, puis là, ils sont ensemble, tout ça. Puis ce que ça dit, c'est que dans le fond, tu sais, Anatole, son problème n'est pas réglé. Ce qu'on comprend, c'est que finalement, Anatole, c'est peut-être une petite fille à l'intérieur de lui. On ne le sait pas, ce n'est pas nommé. Pour moi, le thème de ça, c'est évidemment l'identité de genre, mais on n'est pas en train de mettre une étiquette pour autant. Peut-être qu'Anatole, c'est une passe qu'il a là, à 4 ans d'avoir envie de porter des jupes et de changer de couleur de chambre, mais peut-être qu'Anatole aussi, en dedans de lui, c'est une fille. Puis ce que j'aime de ce livre-là, c'est que ce n'est pas clair, ce n'est pas nommé, mais ça questionne par contre. Puis je pense que c'est une discussion qui est vraiment intéressante à avoir avec des enfants. L'identité, qui es-tu toi à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Puis c'est quoi? Tu peux l'assumer, ça. Puis c'est correct. Fait que pour moi, cette histoire-là, c'est toute une question d'acceptation de ce qu'on est, puis d'être accord aussi avec ce qu'on a à l'intérieur. Donc c'est une belle histoire. Celui-là, il fait 80 pages. C'est un plus petit format que nos livres habituels. Donc, il est peut-être pour un petit peu plus vieux, mais je sais qu'il est beaucoup utilisé en classe, là, des fois quand ils font des cours sur la sexualité et tout ça. Je pense que l'identité de genre fait partie des sujets. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour aborder le sujet à travers une histoire, encore une fois. Si je peux me permettre, Véronique, quand tu dis que ce n'est pas nommé, on comprend clairement que c'est une quête identitaire, que c'est un truc de passage, comme je connais tellement de petits garçons qui vont aller porter une robe. 2 minutes après, elle est enlevée puis il joue dans le bac à camion, autant que la petite fille peut faire. C'est pas nommé, mais c'est pas grave, justement, que ce soit pas nommé. Puis justement, je pense que c'est un livre qui est voué, puis je comprends le cadre de la journée aujourd'hui, mais c'est un livre qui est voué à être utilisé, premièrement, pour le plaisir de lire, parce que ça reste une belle histoire. Je veux dire, c'est amusant, c'est plaisant. Mais moi, j'ai une amie qui s'en sert. Parfois, ce n'est pas juste des enseignantes qui reçoivent des enfants ou qui doivent travailler avec des enfants. J'ai une amie qui travaille dans un CLSC qui s'en sert. Puis je trouve qu'il y a des livres qui méritent de se promener dans différents milieux parce que c'est des livres qui peuvent permettre une ouverture à une discussion. Puis parfois, quand un jeune il ne sait même pas, il ou elle-même, comment il ou elle se sent, laissez tout seul avec un livre. Je vous jure qu'il y a quelque chose de magique qui se passe quand tu laisses un jeune tranquille avec un livre.
Et puis, peut-être que ça va juste réussir à apaiser pour ensuite permettre l'ouverture d'une discussion. Tu as raison. Oui, puis c'est un âge aussi où les enfants, souvent, c'est le contraire, là, à cet âge-là, ils veulent tous être pareils, ils veulent ressembler à leur ami. Il y a une recherche de conformisme pour s'identifier au groupe. Puis c'est ça aussi, c'est l'anticonformisme, c'est de ne pas s'associer à ça. Puis c'est correct aussi de juste, peu importe c'est quoi, de ne pas être associé au groupe et être identique, bien, lui, c'est ça qui le rend heureux, tu sais. Ben, puis, tu sais, d'avoir une histoire qui porte sur ça, ça peut peut-être ouvrir les enfants à cette possibilité-là, parce que tu ne le sais pas que tu as ce choix-là si personne ne te l'a dit, tu sais. Parce que naturellement, on veut se fondre dans la foule en général, sauf quelques peut-être personnalités, mais tu sais, je me dis, tu es un enfant, tu lis ça, tu dis, ah, moi aussi, j'ai le droit d'être qui j'ai envie d'être finalement, tu sais, si lui peut se le permettre, tu sais. Puis je trouve que ça donne une belle... mais tu sais, c'est un bel exemple, tu sais, de s'écouter. Puis ce qui est vraiment important dans cette histoire-là, c'est quand même, c'est la quête de la grande sœur, hein, finalement, d'aider son petit frère. Fait qu'il y a vraiment une belle histoire d'empathie, puis d'écoute, puis d'ouverture à l'autre. Puis je pense en tout cas, ce livre-là, pour moi, est riche de plein de sujets. Puis il mérite d'être lu, puis d'être discuté aussi. Tu sais. Puis comme Nicolas disait, laisser un livre entre les mains d'un enfant, ben c'est super. Puis après ça, si on peut faire un retour, c'est encore mieux. Tu sais. Donc pour moi, c'est un livre qui peut ouvrir, mais qui peut ouvrir toutes sortes d'affaires. Puis je pense que c'est intéressant, cette richesse-là. Dans la collection de livres à thème, je vous en présente un dernier, Simone Souliron, qui a été lauréate du prix des libraires du Québec en 2020 pour la catégorie 0-5 ans. On est encore dans les livres à thème. Cette fois-ci, on parle d'anxiété. Tu sais, ça a été écrit avant la pandémie, là, puis j'ai l'impression qu'on a tous encore plus besoin aujourd'hui. Encore une fois, on est dans la métaphore. Aujourd'hui, dans ce livre-là, en fait, c'est les ronces. L'anxiété est finalement imagée par ces ronces-là. Alors, c'est Simone. Simone est un enfant normal. Elle a son vélo à 2 roues, des souliers rouges avec des étoiles et un doudou lion vraiment doux. Et elle a aussi des ronces. Et des ronces, elle nous explique ce que c'est. Elle dit, des ronces, ce sont des espèces de branches pleines d'épines. Les miennes poussent dans mon ventre et des fois, elles s'enroulent autour de moi. Je ne sais pas toujours pourquoi exactement. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas super pratique. Elles m'empêchent de bouger comme je veux et quand elles prennent trop de place, je deviens une grosse boule piquante, impossible à approcher, comme un hérisson et je fais fuir tout le monde. Alors la pauvre, ces ronces, elles sont là. Puis c'est ça qu'on aime faire quand même chez Fonfon. Tu sais, c'est pas léger, le thème de l'anxiété. Mais on la regarde là avec ses ronces, puis elle nous raconte la lourdeur que ça a, mais elle nous envoie la main. J'aime bien ça, qu'on réussisse avec les illustrations, apaiser un peu le texte en amenant une petite coche d'humour. Agathe l'a beaucoup fait dans Anatole qui ne séchait jamais aussi. Je pense que ça peut permettre des fois même d'avoir moins peur d'un sujet ou de trouver plus ludique le traitement si on veut, même s'il y a une grande profondeur dans le thème. Et là, elle nous explique la liste des choses qui font pousser ces ronces. Alors, voir une araignée dans ma salle de bain, ou dans ma chambre, ou dans la salle de bain, ou dans le salon, ou au parc, ou n'importe où. 2, me chicaner avec ma meilleure amie. 3, être en retard. 4, aller chez le dentiste. Et là, elle nous fait une énumération jusqu'au numéro 7 qui dit « et même des fois rien ». Et puis ça, je pense que c'est la clé de l'anxiété. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut toujours comprendre d'où ça sort, pourquoi ça arrive. Puis les enfants, ils cherchent à le comprendre, mais des fois, il faut accepter que c'est là et que ça peut remonter sans qu'il y ait nécessairement une situation précise. Et là, Simone nous explique qu'une place où les ronces poussent souvent, c'est en classe. Elle ne sait pas si c'est la température de la classe, elle ne sait pas ce qui fait que ça pousse plus là, mais ça pousse. Heureusement, il y a Solange, son enseignante, qui est adorable. Elle parle toujours avec une voix douce et elle est très drôle. Elle nous donne toutes sortes de noms bizarres. Pour moi, ce livre-là, c'est aussi un hommage à votre travail d'enseignant. C'est vraiment de dire à quel point l'enseignant peut avoir un rôle déterminant dans la vie d'un enfant. Alors, on vit avec elle sa journée d'école et on se retrouve, ils doivent aller à la piscine. Et là, ça, c'est son cauchemar. J'aime beaucoup cette double page-là parce qu'on comprend l'anxiété visuellement. Parce que là, la petite là, est sur le tremplin, en pleine crise d'anxiété, elle a ses ronces, mais on voit ce que les gens voient et on voit comment elle se sent. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que les ronces, elles sont invisibles. C'est ça le problème. Personne ne sait qu'elle est en pleine attaque de ronces présentement, mais c'est ce qu'elle vit. Alors, ça permet vraiment aux enfants de faire la comparaison entre l'état, ce que les gens voient, puis vraiment comment moi je me sens. Donc, Simone n'arrive pas à sauter. C'est comme un trop gros défi pour elle. Sa prof vient la chercher. Elle dit « Arrête ça, on va descendre ensemble. » Il retourne en classe. Oups, je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Retourne en classe. Et là, Simone a de la misère à aller faire ses travaux de mathématiques parce qu'il reste encore des ronces autour d'elle. Et là, sa prof, elle lui dit « OK, on va faire un petit exercice de méditation. Ferme tes yeux,
Puis là, imagine-toi que tu vas les couper, tes ronces. Alors, on a cette page-là sans texte dans l'histoire où on voit vraiment l'enfant qui se concentre, qui va à l'intérieur d'elle-même, qui s'imagine combattre ses ronces. On s'entend, c'est une image, mais ça peut te permettre de reprendre un peu le contrôle si on veut. Et à la toute fin de l'histoire, ben, on a presque la même phrase qu'au début. Moi, c'est Simone, j'ai un vélo à 2 roues, des souliers rouges avec des étoiles et un doudou lion vraiment doux. J'ai aussi des ronces, mais je m'entraîne à les combattre. Donc, c'est de dire, il faut les accepter. Je m'entraîne à les combattre parce qu'elles vont revenir. C'est ça l'anxiété aussi. C'est quelque chose avec quoi il faut apprendre à vivre. Puis je pense que ce livre-là, ça dit, OK, ben oui, OK, elles sont là, les ronces. Ça me donne un nom là, sur ce sentiment-là, cette affaire-là, ce mal-être que je peux avoir par moment. Puis je travaille là-dessus avec des outils de méditation, avec toutes sortes d'outils. L'idée après ça, c'est peut-être qu'il y a du travail à faire pour chaque enfant, de trouver ses propres outils. Mais de lire l'histoire de Simone, bien, ça fait probablement qu'on se sent moins seul, puis qu'on réalise que l'anxiété est quelque chose de plus tangible parce que c'est tellement pas concret, cette affaire-là, mais ça te permet un petit peu de mettre une image sur des sentiments puis tout ça. Alors ça, c'était les livres que j'ai choisi de vous présenter ce matin de notre collection de livres à thème. Ce matin, c'est pas tout le matin. Ah, ben, peut-être pour certains. Peut-être que c'est bon, hein? OK. Ce qui nous amène à la deuxième collection. Là, y a-t-il des questions? Êtes-vous à bout? Je parle sans arrêt. Vous êtes correct? Parfait. Jusqu'ici, on n'a pas de questions dans le commentaire, mais moi, je peux te dire que j'ai reçu des commentaires directs qui disent que tu es formidable. Mais voyons donc! Incroyable, merci. Il y a des commentaires, des fois, des gens qui écrivent au sujet des livres que tu présentes en disant que c'est des bons éléments déclencheurs pour la discussion. Je pense que nos participants peuvent le lire, mais aussi des gens qui disent que tu es formidable. Bien, ça me fait plaisir. Merci. Écrivez vos questions, là, on les prend. Oui, gênez-vous pas. Fait que là, on a fait le tour de la collection Histoire de vivre. Ce qu'on pourrait faire, là, c'est, je ne sais pas, avec vous, Anne-Marie et Nicolas, envoyer le catalogue fond-fond, parce que, tu sais, là, je survole, mais, tu sais, cette famille, ta soeur présente. Oh! Ma soeur. Moi aussi, je l'aime, ma soeur. Ce que je ferai, c'est que je vous enverrai le catalogue pour que vous voyez tous les titres. Puis la façon qu'ils sont présentés dans cette collection-là, c'est qu'il y a toujours une pastille qui dit c'est quoi le thème qui est abordé dans chacun des livres. Fait que, ça vous permettra peut-être d'un petit peu voir quel type de thème vous intéresse puisque vous avez envie de fouiller dans cette collection-là. Histoire de rire, alors c'est notre collection là, dont je vous parlais tantôt, complètement décomplexée. On est ailleurs. Je vous présente La soupe aux allumettes qui a gagné cette année le prix des libraires 6-11 ans. Alors, dans ce livre-là, on est ailleurs. Hein? Guillaume Perrault aux illustrations, Patrice Michaud au texte. Et là, c'est l'histoire de Lolo. Alors, lui, c'est Lolo. Puis il nous dit allô. Excuse-moi, Véronique, est-ce qu'on peut peut-être mentionner pour les gens, Patrice Michaud, est-ce qu'on peut peut-être le présenter? Ah, ben oui. Patrice Michaud, il est beau, là. Puis il chante. J'aurais pas de niaiser avec ça. Mais c'est vrai, il est très joli. Mais c'est surtout un chanteur au Québec qui a quand même une belle carrière. Puis, je pense même qu'il a probablement une carrière un peu hors Québec aussi. Je ne sais pas s'il est très connu au Canada. Mais en tout cas, c'est quand même une personnalité publique importante là, au Québec. Il avait entre autres animé Star Academy, là, une émission de grande écoute l'année passée. Et il manie la langue française. Mais c'est ça. C'est que l'affaire avec les chanteurs populaires, c'est que souvent, on va les associer avec, tu sais, pas nécessairement un grand côté littéraire ou pas nécessairement des gens très, très articulés, alors que Patrice, si vous allez voir son spectacle, tout est écrit. C'est lui qui écrit, qui scripte ses affaires. Il y a des textes magnifiques. C'est quelqu'un qui a étudié en littérature, qui n'a même pas étudié la musique. Puis ça, c'est important de le nommer. Donc, c'est vraiment lui, il s'est retrouvé à faire de la musique, mais son dada premier, c'était la littérature. Puis un bonjour, j'ai reçu dans ma boîte courriel un message de lui référé par Simon Boulris. Bonjour, j'ai écrit une histoire pour enfants. Puis je disais, ben voyons donc, Patrice Michaud. Tu sais. Puis c'était très bon. Fait qu'on a dit oui à cette histoire-là. Je ne vous l'ai pas dit ça, mais fond, là, on publie vraiment, vraiment pas beaucoup de livres dans une année. Là. On fait à peu près 4 albums par année parce qu'on ne veut pas produire des livres pour produire des livres. Tu sais, ce qu'on souhaite, c'est parce qu'on les travaille tellement fort. Vous n'avez pas idée à quel point on travaille fort chaque livre. Tu sais, on dépose demain à l'impression 2 affaires. Je ne sais plus combien d'heures j'ai passé sur ces livres-là. Ça n'a pas de bon sens, c'est des 32 pages. Là. Mais le travail qu'on fait, il est immense parce qu'on souhaite vraiment amener le livre, autant le texte que les illustrations, le plus loin possible. Ce qui fait qu'on fait 4 albums par année, 5 peut-être des fois, mais c'est assez rare. Puis une collection de premiers lecteurs, les petits livres que je vais vous montrer tantôt. Ça pour dire qu'on ne publie pas beaucoup, mais quand on choisit quelque chose, parce qu'on a eu un immense coup de cœur, que ce soit au niveau de son humour ou que ce soit au niveau du thème qu'il aborde,
C'est vraiment on dit qu'on essaie de faire de l'édition durable, c'est-à-dire on publie peu, on imprime tout au Québec, puis on essaie de garder notre fonds le plus vivant possible. Et donc, en publiant pas beaucoup, ça permet ça. Parce que si je faisais 12 livres par année, je ne pense pas que je pourrais vous parler de ma maison tête que j'ai fait il y a 2 ans, par exemple, des combats de tickeurs que j'ai fait en 2013. Je continue de pousser ces livres-là parce que je les ai choisis et que je tiens à ce qu'ils vivent leur vie. Ça pour dire que ce texte-là est un qui a été choisi, qu'on a fait en 2021. Il est sorti il y a 1 an là, à peine, tout juste là. Alors, c'est l'histoire de Lolo. Lolo, qu'on apprend à découvrir ici. Alors, Lolo aime bien faire une pause au parc et il le mérite parce qu'il fait ses devoirs, il se tient en forme, il mange ses légumes, il fait ce qu'il faut. On s'entend que si on le garde comme il faut, il fait ce qu'il faut. Là, je ne suis pas sûre qu'il le fait si bien que ça. Puis c'est ça, une des forces de cet album-là, c'est toutes les illustrations. Il y a tellement de détails. Il y a des choses qui sont dites dans le texte où on va aller vraiment plus loin dans les illustrations. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour avec ce Guillaume Perrault au dessin. Il endure même sa petite sœur, et ça, c'est pas facile. Et là, on comprend que là, il est au parc et là, il nous dit qu'il y a quelque chose de spécial. Il est un super-héros. Mais là, pas un super-héros ordinaire, non, non, non. C'est un super-héros parce que, savez-vous quoi? Lui, là, il ne sauve pas le monde, il sauve du monde. Et comment il fait ça? C'est avec son super-pouvoir d'être super gentil. Alors là, on voit, alors il aide madame à porter ses sacs, il aide Rémi en mathématiques, il a fait une passe à Chloé qui a compté un but. Donc, c'est un gentil. Et là, il nous dit un super-héros, ça mérite bien une pause sandwich, mais Lolo devra attendre avant de finir son goûter. Sa prochaine mission vient de se pointer. Alors, arrive quelque chose là, sur le banc, on ne sait pas c'est quoi. Et c'est un dragon. Regardez-le, il pleure. Le pauvre dragon, il pleure, puis il est comme « Hey, ça va pas. Pourquoi tu pleures? » Et là, le dragon, il ne parle pas, là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et comme, ben voyons, sois pas triste comme ça, la vie est belle, elle est même drôle, la vie, il y a les chiens saucisses, les arbres à caoutchouc, les oreilles de grand-papy, plein d'autres affaires. Pourquoi tu pleures? Et là, le dragon nous fait un petit signe. Il n'y a plus de feu, le pauvre. Fait que là, Lolo, il dit « Ah, t'as perdu ton feu, t'en fais pas, ça va finir par se rallumer. » Et là, ça, évidemment, ça travaille Lolo, parce que Lolo, c'est un super-héros, il ne faut pas l'oublier. Alors lui, là, il y a une façon bien spéciale là, de traitement de l'information. Fait que le problème entre dans une oreille, ça traverse les méninges, ça bifurque vers le grand cœur pour finalement ressortir en solution par sa bouche. Et là, c'est simple, pour Lolo, il n'y a pas de doute. Ce qui va aider son dragon, c'est une bonne soupe aux allumettes. Il nous dit, ne faites pas ça à la maison. Alors, il concocte sa soupe, la présente au dragon, qui n'a pas l'air super convaincu, by the way. Et puis là, le dragon crunch la soupe aux allumettes, ça n'a pas l'air super bon. Et puis, ben non, ça ne marche pas. Fait que là, après ça, Lolo va ajouter une sauce super piquante, il va essayer de pimper sa soupe un peu, du bouillon puis tout. Rien qui se passe. Et là, il se dit, ah ben tabarouette, là, ça, là, c'est un défi pour Lolo, le super-héros. Et là, cette histoire se déroule de planche en planche avec des numéros 8, par exemple, ici, de technique. Alors, on avait la technique, la soupe aux allumettes, mais ici, on a la technique olympique. Et ce qui est intéressant dans ces livres-là, c'est que c'est un 48 pages, mais il n'y a pas énormément de texte parce qu'il y a plusieurs pages comme ça où il faut lire les illustrations. Puis là, on a Lolo qui nous fait un petit punch. « Allez, t'as pas mal, tu peux le faire, t'as pas mal. » Donc là, il y a des petites références des fois à des affaires. Donc ici, on se retrouve avec la technique olympique. Alors, tu vois, il encourage le dragon à attraper la flamme olympique. Il tente aussi la technique Far West. Alors, impossible de broyer du noir. Après, ça, cowboy. C'est un comique, là, notre Lolo. Fait qu'on se promène comme ça. Ils vont jusqu'en Islande boire la lave d'un volcan. Rien ne marche. À travers ça, on va aller faire une thérapie avec la petite sœur qui est totalement extraordinaire. Donc, c'est une longue démarche pour tenter de ranimer le feu. Et là, la dernière tentative, rien de moins que d'aller croquer le soleil. Alors, comme un David Saint-Jacques en Bermuda, Lolo s'envole pour une improbable destination soleil. Et oui, maman, il a mis de la crème. Alors, on a notre dragon ici avec ses lunettes qui prend une croquée de soleil. Puis imaginez-vous donc, ça ne marche pas, le pauvre. Puis je prends un petit 30 secondes pour vous dire, ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a une espèce d'écureuil sur un genre de, je ne sais pas, surf ou je ne sais quoi de l'espace. Puis dans le satellite, il y a un petit oiseau. Il nous accompagne tout au long de l'histoire. Et ça, c'est du génie à la Guillaume Perrault. Là. Il va toujours ajouter une couche de quelque chose. Alors, tout au long des grandes techniques là, qui vont tenter de faire Lolo et le dragon, les écureuils sont là à puncher et à essayer des affaires eux autres aussi. Ça, c'est des affaires que les enfants aiment. Quand ils les découvrent, c'est comme une histoire dans l'histoire. Tu sais. Alors,
Coudon, rien ne fonctionne. À court d'inspiration, Lolo décide de cesser toutes les opérations. Il doit se résigner, son super pouvoir n'est peut-être pas en mesure de tout régler. Vous voyez derrière l'écureuil puis l'oiseau, eux autres aussi sont bien tristes. Là. Il paraît que dans la vie, c'est à travers nos échecs que l'on grandit. Fait que là, Lolo, il est dans sa tête, puis il réfléchit à toute cette affaire-là. Mais certaines défaites sont plus difficiles à avaler que d'autres. Puis là, il punch. C'est vrai, il a la bouche pleine de sandwich. Là, je ne sais pas si vous voyez, là, le dragon il est en train de se passer quelque chose là, avec lui. Là. Et là, on comprend que finalement, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. On voit la petite sœur, là, je ne vous l'ai pas montré dans l'histoire, là, celle avec qui il va suivre sa thérapie. Elle a wisé l'affaire. Elle s'est dit, hey, si jamais une petite dragonne, peut-être que ça va ranimer le feu, ça, du dragon. Alors finalement, à la fin, la flamme est retrouvée grâce à la technique amoureuse et qui est dit par la petite sœur classique, alors que Lolo est complètement dégoûté. Premièrement, de ne pas y avoir pensé, mais en plus que ce soit ça, la fin. Pauvre Lolo, c'était pas ce qu'il voulait. Alors, vous voyez, là, on est vraiment dans une autre affaire. On n'est pas, l'idée, c'est le plaisir de lire. Les enfants le lisent et le relisent parce qu'il y a plein de détails dans les illustrations. Puis c'est un livre qui se lit bien parce qu'il n'y a pas trop de texte. Fait que des fois, je sais qu'on n'a pas envie de s'embarquer dans des grands projets. Ça, je pense qu'il y a un équilibre texte-image qui est vraiment intéressant. Ah, les oui-dire, hey, celui-là, il est nouveau. Il vient juste de sortir. Je le vois derrière toi, Anne-Marie, d'ailleurs. Bravo! OK, ça, je pense que pour les enseignants, il y a quelque chose de très intéressant. Voilà, le vrai. Je pense qu'il est derrière moi, sûrement aussi, quelque part. Ah oui, il est dans le coin, là, voyez-vous. Bref. Les oui-dire. J'aime beaucoup celui-là. Daniel Chaperon, une façon d'écrire toujours tellement musicale, tout en rime, mais tu sais, des fois, des rimes, ça tombe un peu sur le cœur. On dirait qu'elle a réussi à trouver la façon que ça marche, que musicalement, c'est intéressant. Et là, chaque page dans cette histoire-là est un tableau sur un oui-dire. Tu sais, vous savez, c'est quoi des oui-dire? Et ça, c'est un thème qui est super intéressant. Les enfants ne font que ça, se raconter des histoires, puis s'inventer des affaires pour se faire des petites peurs ou s'inventer des choses, puis être intéressant. Pour moi, ce livre-là, c'est ça. C'est comme une espèce d'hommage à l'enfance, puis à ces histoires-là qu'on se raconte. Alors, je ne vous ai pas tout mis l'intérieur encore une fois, mais par exemple, grand-mère dit que l'âge des coccinelles se voit au point sur leurs ailes. D'autres disent plutôt qu'on doit compter les chandelles sur leur gâteau, mais pour aller à la fête, attention, il faut recevoir une invitation. Fait que c'est tout simple, c'est sympathique, on lit. On peut après ça faire des exercices avec les élèves, écrire à la manière de, par exemple, parce que Daniel a vraiment une façon d'écrire qui est très structurée. Mon frère dit que si j'avale ma gomme à mâcher, mon ventre se mettra vite à gonfler, qu'il deviendra si gros et si rond que je volerai comme un ballon. Le vent m'emmènera tant et tellement haut que je chatouillerai le ventre des oiseaux. Qui s'est jamais fait dire ça, qu'avaler sa gomme ballon, on avait comme gonflé puis s'envoler? Je veux dire, c'est quand même drôle de faire un livre où on ramène ces idées-là. Mais il y en a plusieurs qui ont aussi été inventées ou, en tout cas, romancées, si on veut, par Daniel. Fait qu'on aura dans ce livre-là une sorcière, on aura la fée des dents. Fait qu'on passe à travers toutes sortes de mythes et d'histoires. Et on a ici, Oncle Bob dit que les vampires sont assoiffés de sang et qu'ils ont tous au moins 1000 ans. Il dit que la lumière est leur pire ennemi, qu'ils dorment le jour et vivent la nuit. Alors, si j'en vois un chez moi à midi, c'est sûrement mon papa qui a trop dormi. Pauvre papa, ça s'est mal passé. Puis, effectivement, Sandra Dumais qui a fait les illustrations de ce livre-là et la même illustratrice qui a fait Simone Souléronce tantôt. Donc, Sandra elle a vraiment une façon très candide de dessiner. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui parle aux enfants. C'est décomplexé, c'est des belles couleurs, c'est des formes. Il y a quelque chose de tout naturel, je trouve, dans ce qu'elle fait. En tout cas, moi, je trouve ça bien beau. Mon prof dit que la Terre serait née d'une explosion qui fait beaucoup de bruit dans tous les environs. Jules en 6e dit qu'il s'agissait en fait d'un géant enrhumé qui éternuait et que nous vivons, juré craché, sur une énorme crotte de nez. Moi, ça me fait rire. Je vous le dis, ça me fait rire. C'est dégueulasse, mais ça me fait rire. Alors, qui dit faux, qui dit vrai, ça, personne ne le sait. Moi, je dis que l'imagination est un joli papillon qui vole et nous amène partout dans des mondes sages ou fous, des mondes que tu inventeras. Allez, monte, viens avec moi. Alors, celui-là, on est tout en légèreté. Pour moi, c'est une histoire qui se lit bien avec des tout-petits. C'est comme se faire chanter des chansons. Pour moi, c'est une des petites comptines. Il y a quelque chose de très rythmé, musical dans cette écriture-là. Puis quelque chose qui fait rêver aussi. Puis après ça, je pense qu'avec les enfants, on peut avoir toutes sortes de discussions sur toi, c'est quoi les histoires que tu as entendues? Est-ce que c'est vrai? Puis tout ça. Je pense qu'il y a vraiment des discussions super riches à avoir après pour le plaisir avec les enfants. Donc, ça, c'était les oui-dire. Anne-Marie, tu voulais-tu dire quelque chose? Je t'ai vu. Oui, parce qu'à la fin, j'avais remarqué aussi qu'à la fin, il y a une page où on a un peu d'explication sur départager le vrai du faux, hein, ce qui est vrai, ce qui est faux.
Je pense que c'est un ouvrage formidable pour aborder la pensée critique avec les enfants aussi, parce qu'il y a ce que les enfants inventent entre eux, comme tu le disais, mais il y a aussi tout ce qu'on leur raconte. Oui. Tu sais, on leur raconte que, je sais pas, tu sais, arrête de faire une grimace parce que le vent va tourner. Ouais. C'est pas facile pour les tout-petits de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Fait que c'est de les aider aussi à soit faire leur propre recherche ou essayer d'aller dans la logique, voir si, si c'est vrai ou pas, là, tu sais, finalement, si ça se peut. Effectivement. Puis c'est vrai, hein? Oui, vas-y. Excuse-moi, vas-y. Non, j'allais dire n'importe quoi. Vas-y. Mais j'allais dire, il y a un élément qu'on n'a pas mentionné. Je ne veux pas te vendre de punch, peut-être que tu allais en parler plus tard, mais ça m'amène aussi à mentionner, parce que sur cette page-là, il est écrit d'aller voir les fiches pédagogiques. Les fiches pédagogiques, est-ce que tu veux que je le dise ou tu vas en parler tantôt? Bien, on va aller sur le site web tantôt. Je pourrais vous en montrer un petit peu. Fait que, je voulais juste dire que c'est formidable. Ah, oui. Et puis en plus, on travaille complète. Plein d'affaires à vous raconter. Puis il me reste 15 minutes. Mais là, je vais embrayer. OK, rapidement, Lilou, on en a parlé tantôt. Orbi, puis là, on a un projet avec Orbi qu'on est en train de finir, écrit par Frédéric Wolff, qui a écrit, Fred, c'est tout sur la disparition des dinosaures chez nous. C'est un gars qui a une plume extraordinaire, qui peut être très touchant et très drôle. Il a aussi écrit Des roches plein les poches chez nous, un livre dans la collection Histoire de vivre qui est sur qu'est-ce qu'on fait avec nos soucis, nos problèmes. C'est l'histoire d'une petite fille qui, quand elle a des problèmes, elle ramasse des roches, puis elle leur parle, puis elle garde ces roches, puis c'est tout le poids des soucis, finalement. C'est une magnifique histoire pour les enseignants, d'ailleurs. Bref, c'est pour dire que Frédéric Wolff, avec Orbi, on est en train de travailler un livre qui va sortir au mois d'août qui s'appelle « Orbi, dessine-moi un Billy Bouton ». Et c'est extraordinaire. Je peux juste vous dire ça. Là. On joue avec l'objet livre. C'est Fred qui tente de dessiner un Billy Bouton puis qui lui demande à Orbi, peux-tu m'aider? Fait que dans le livre, c'est l'auteur et l'illustrateur qui échangent. Mais Fred est insupportable. Là. Il est vraiment niaiseux. Puis il n'arrête pas de vouloir des choses sans dire qu'est-ce qu'il veut. Puis Orbi est full fine, puis elle veut, mais à un moment donné, ça dégénère. Mais on joue avec l'objet livre. À un moment donné, Orbi quitte la page. Lui, il est là. Voyons, t'es rendu où? On se promène d'une page à l'autre. À la fin, il s'enferme dans le numéro de page. Ça gâche une affaire. C'est tordant, je vous le dis. Là. Orbi, une illustratrice extraordinaire qui ici est autrice et illustratrice dans On a un problème avec Lilou la loutre. Alors, voici Lilou. Moi, là, cette affaire-là, c'est la plus belle affaire que j'ai vue de ma vie. Donc, je ne peux pas dire ça, là, mais avouez, regardez sa petite face, ça n'a pas de bon sens. C'est Lilou la loutre, elle est mignonne, hein, mais on a un problème avec Lilou la loutre. Et là, on comprend que Lilou adore glisser, c'est normal, mais non, elle, c'est une obsession. Et l'histoire de ce livre-là, c'est Lilou qui envahit complètement tous les animaux de la forêt parce qu'elle glisse tout le temps. Fait que tu es en train de manger, check ton goûter parce qu'elle va peut-être prendre ta banane et glisser dessus. Tu es en train de te laver, surveille ton savon. Fait que là, les animaux là, sont tous en train de virer fou. Tu peux même plus faire caca tranquille. Lilou a toujours un plan pour glisser. Arrive le conseil d'animaux parce qu'à un moment donné, ils n'en peuvent plus. Là, ils sont tous en train de virer fou. Puis ils disent, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Et finalement, il y aura le castor qui aura l'idée, qui dira, hey, on va lui faire des belles vacances. Là. On prend Lilou et on la ship au pôle Nord. Alors, voici la fin. Imaginez-vous donc. Là, je vous l'ai raconté vite, ce livre-là, mais tout est dans les illustrations. Alors, Lilou qui glisse tout le temps, est envoyé au pôle Nord, là où il pourra glisser à l'année. Donc, c'est toute une belle fin, là, on s'entend. Mais c'est vrai que c'est un peu limite, dans le sens que tu te dis, hey, si tu réglais tes problèmes de même dans la vie, tu serais peut-être bien de la peine dans le bain du monde. Et moi, on m'a dit, je vais vous raconter ici l'anecdote que je vais raconter tantôt, parce que c'est pas super politically correct. On pourrait dire, on pourrait parler à Lilou, on pourrait faire, si c'était dans la collection Histoire de vivre, on aurait fait ça. Mais là, on est dans Histoire de rire. Fait que celle-là, on a le droit d'aller où ce qu'on veut. Puis si on veut la chipper au pôle Nord pour qu'elle glisse à l'année ailleurs que chez nous, on peut le faire. Et là, je me suis fait dire à un moment donné par quelqu'un, mais écoutez, moi, j'aurais préféré qu'elle soit mangée par le coyote. L'envoyer comme ça n'a pas de bon sens. Fait que là, je suis comme, elle souhaitait la mort de Lilou plus que le rejet de Lilou. En tout cas, fait que c'est pour vous dire, il dérange ce livre-là parce que ce n'est pas une fin traditionnelle. Mais moi, au contraire, ça fait rire les enfants, ça fait rire les familles. Puis c'est pas parce qu'on chippe Lilou au pôle Nord que dans la vie, on va être une mauvaise personne pour autant. Fait que je pense qu'on peut faire la part des choses puis que le livre, ça sert à ça aussi. Être confronté à des comportements qui n'ont pas d'allure, puis tu te dis pas là, et puis là, ça te fait rire, mais tu sais très bien qu'il ne faut pas faire ça. Fait que dans cette collection-là, on se donne le droit d'aller là. Je pense que c'est important. Ça, c'était les quelques titres de la collection Histoire de rire, mais on en a plein là, qui sont des classiques, là, qui sont vraiment, on a Pète et répète, vous connaissez, là, Pète et répète, la petite blague, ils sont dans un bateau, blablabla. Mais Katia Kanchani nous a fait un texte comme si c'en était un conte classique. C'est magnifique, on a gagné le prix du gouverneur général avec ça, ce qui est quand même extraordinaire, parce qu'un livre drôle qui gagne ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. On était vraiment fiers, mais probablement parce que là-dedans, il y a le thème de la différence. Il y a Répète qui est sourd dans l'histoire. Il y a toute l'idée de
la tradition, c'est vraiment quelque chose de notre patrimoine, là, pète et répète. Fait que je pense que c'est ce qui nous a permis de remporter ce prix-là. Bref, ça reste un mystère pour certains. Moi, je suis bien fière. Dernière collection, et il me reste 10 minutes, je vais accélérer. Histoire de lire. C'est les livres dont je vous parlais tantôt, dans lesquels... en fait, c'est la solution que j'ai trouvée pour ma fille qui pleurait. Là, mais elle n'a pas pu les lire en première année parce que c'est long là, à mettre en place une collection, mais c'est vraiment de là où c'est parti de dire est-ce qu'on peut mettre dans les sacs des premières années, à partir peut-être de la moitié de l'année, quand ils commencent à être capables de décoder les syllabes par eux-mêmes, on peut-tu leur offrir quelque chose où ils vont vivre une expérience de lecture pleine et satisfaisante? Alors, par exemple, chaque fois, c'est toujours le même concept. On a un auteur, par exemple, ici Simon Boulris, avec Guillaume Perrault, le même qui avait illustré La soupe aux allumettes tantôt, qui a aussi fait chez nous Pète et répète. Il en a fait quelques-uns, on l'aime beaucoup, Guillaume. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans ces livres-là, dans les débuts d'histoire, on met toujours des petites biographies des auteurs-illustrateurs avec leurs photos enfants. Puis ça a l'air niaiseux, là, mais les enfants se disent « Ah, Simon Boulris a déjà été un enfant. » Puis là, on dirait que le monde des possibles s'ouvre parce qu'ils se disent « Si Simon a déjà été un enfant. » Et aujourd'hui, il est auteur. Mais moi, aujourd'hui, je suis un enfant. Je peux un peu devenir ce que je veux, finalement. Puis, pour moi, c'est un lien direct qu'on crée entre l'enfant et le créateur en mettant leurs photos d'eux, enfants, au début du livre. Et chaque fois, c'est toujours le même concept dans cette collection-là. Le même auteur et le même illustrateur feront 4 petites histoires sous différents thèmes. On aime dire que c'est presque des autobiographies parce que c'est souvent des petites affaires qui sont déjà arrivées aux auteurs ou des thèmes qui leur sont chers. Fait que ces livres-là permettent un petit peu de découvrir finalement des créateurs de chez nous. Fait qu'ici, on a nos 4 titres de Simon qui étaient les 4 premiers de la collection. Puis je vous en présente un de l'intérieur pour que vous voyez comment c'est fait. Donc, quand je vous disais, c'est des premières lectures, l'idée, c'est que chaque page a une phrase, des fois 2, mais c'est plutôt rare, où on essaie d'être assez court, répétitif dans la formule pour faciliter la lecture, mais on se permet là, des mots là, de vocabulaire des fois un petit peu complexes. Donc, non, ce n'est pas gradué, ce n'est pas fait pour telle puis telle affaire. Non, c'est fait pour quand l'enfant commence à être capable à lire par lui-même, bien là, il peut commencer à s'amuser dans des vrais livres. Donc, je m'appelle Simon et je suis tout un numéro. Je suis capable de me souvenir de mes rêves. Je suis capable de dessiner comme maman. Et là, voici une chose qu'on se permet de faire dans cette collection-là, c'est-à-dire dire quelque chose dans le texte et montrer autre chose dans les illustrations. Ce procédé-là, normalement, n'est pas très populaire dans les premières lectures parce qu'on souhaite accompagner l'enfant avec l'image puis l'aider. Nous, on s'est permis de dire, bien, regarde, si je ne porte pas attention, ben oui, il est capable de dessiner comme maman. Mais si je regarde comme il faut ce qui est en train de se passer, je réalise que la mère, elle en arrache pas mal puis que lui est en train de faire la Joconde. T'sais. Fait qu'il y a 2 niveaux là, qui sont intéressants pour les enfants. Soit celui de juste comprendre ce qui se passe ou d'aller plus loin puis de dire « Oh mon Dieu, il y a une blague ici. » Puis je trouve que ça apprend autant à décoder du texte qu'à décoder des illustrations. Puis pour ça, je trouve que c'est important pour les premiers lecteurs. Je suis capable de me raser comme papa. Vous me direz « Ça n'a pas rapport » et je vous dirai vraiment pas rapport. Mais c'est ça qui est drôle. On a le droit d'aller dans des affaires qui n'ont pas rapport dans ces livres-là parce que ça fait rire les enfants. Je suis capable de me brosser les dents avec de la pâte à modeler. Bravo, je ne sais pas quoi dire à ça. Je suis capable de faire le pont dans mon salon. Je suis capable de boire tout le lait de mes céréales sans me salir. Je suis capable de réussir les additions au tableau. Alors, encore une fois, si je ne porte pas attention, je pense qu'il est capable. Si je porte attention, je réalise qu'il est dans le champ. Je suis capable de faire rire mes amis à la récréation. Je suis capable de lécher mon nez. Je suis même capable de mettre ma jambe derrière ma tête, mais je suis incapable de la retirer. Alors, le pauvre s'est rendu la nuit puis toujours pris dans la cour d'école. L'idée de cette collection-là, c'était ça, c'est de dire, on peut avoir un punch à la fin. T'sais, quand on a réussi là, à lire tout ce livre-là, ça a le mérite de quelque chose. T'sais. Je me suis rendue à la fin pour vivre une émotion, pour rire d'une blague. C'est le concept d'un livre à la base, vous me direz, mais on le retrouve très peu, ça, dans les collections de première lecture. Fait que c'est vraiment ça qu'on s'efforce à faire à travers cette collection-là. Aujourd'hui, on a 40 titres. Nos derniers petits livres, c'est Bertrand Gauthier. Fait que vous voyez, c'est vraiment des petits formats, pas d'épines, c'est vraiment fait pour aller dans le sac. C'est des histoires qui font 12 pages, des livres de 16 pages. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est on vise le sac d'école puis la lecture du soir avec le parent. Matériel pédagogique. Tu vois, c'est là que je vais arrêter mon partage puis que je vais vous amener. Ah, je vois quelques personnes. Bonjour, je ne voyais comme pas. Allô, c'est donc agréable. Mais pas que je n'étais pas contente de vous voir, Nicolas puis Anne-Marie, là, mais je voyais juste vous deux. OK, checkez bien ça. Là, je vais faire un autre partage d'écran. On va aller sur notre site Internet. Un instant, s'il vous plaît. Là. Je suis comme une vieille personne quand on fait ces affaires-là. OK.
Voyez-vous mon site Internet? J'imagine, oui. Quand vous arrivez sur le site Internet, nos livres avec les collections dont on a parlé, vous retrouvez tous les livres ici. Courte pointe, et rapidement, là, je vais juste vous le montrer ici. On a fait un gros livre de cuisine illustré. Il est vraiment magnifique, là. Fait que les illustrations, puis là-dedans, il y a aussi, on découvre les fines herbes, donc tout est illustré. C'est magnifique. Il y a des histoires qui mènent à des recettes. Et les recettes, d'un côté, sont dessinées, puis de l'autre côté, sont écrites. Bref, c'est comme 120 pages de pur bonheur. Fait que ça, c'est un livre qu'on a lancé dans la collection Courte Pointe. Si vous venez dans Fond numérique, je vais finir avec ça. On a toutes sortes d'affaires. Je vais finir avec ça parce que je vais vouloir vous en faire entendre. Vous êtes enseignant, là, vous voulez parler d'un auteur, vous allez dans nos créateurs, vous allez dans la page d'auteur, puis là, on vient voir, tiens, Vig, c'est celui qui a écrit Ma maison de tête tantôt, et là, on a des questionnaires qu'on fait passer, puis c'est super sympathique. Fait que des fois, avant de faire la lecture d'une œuvre, bien, vous pouvez venir lire les réponses que Vincent a données au questionnaire Fond. Fait que ça, c'est quand même très intéressant pour les petits. À propos, vous trouvez notre catalogue en anglais et en français, mais vous, ça va être en français, ça va être parfait. Et là, on a enseignant. Et si vous venez ici, ça tourne, on va y arriver, là. Voilà. Fait qu'on a toutes sortes de matériel pour vous ici, des fiches spéciales qu'on a fait, mais on a aussi des trousses qui accompagnent chacun des livres. Comme par exemple, la soupe aux allumettes, par exemple, on va le regarder tantôt. Dans chacune des pages des livres, si vous descendez tout en bas de la page, bien, regardez ici, il y a une entrevue avec Patrice Michaud, que ça peut être intéressant des fois avec les enfants aussi. Il y a souvent des capsules qu'on fait avec les créateurs quand ils en ont. Quand on en a fait, on les link dans la page du livre, donc ça peut être intéressant. Mais après ça, on a ici, c'est ça qui vous intéresse, vous, là, c'est les trousses pédagogiques. Fait qu'on a des trousses qui sont faites par une conseillère pédagogique. Et là, par exemple, si je clique deuxième cycle, et voilà, fait qu'on a une lecture interactive suivie de certaines activités. Et là, chaque fois, voilà, la lecture interactive, on vous accompagne comment raconter ce livre-là, quoi faire avant, pendant, après la lecture. Donc là, je défile vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais voyez ça, c'est gratuit. Et des mots étiquettes ici juste pour travailler le lexique. Après ça, d'autres activités. Voici ce qui est fait pour le deuxième cycle pour un seul livre. Comprenez-vous que cette affaire-là, vous le téléchargez, vous l'imprimez, c'est gratuit. Fait que vous choisissez votre cycle d'enseignement, puis on en a pour tous nos livres. Là, présentement, la seule affaire qu'on n'a pas encore, c'est celle pour un rhume de cheval qui vient de sortir et lui dire parce qu'on est en train de faire une refonte, puis on va vouloir aussi mettre en ligne des PDF de présentation des auteurs avec plein d'affaires. Fait que là, on est comme en train de pimper encore plus nos trousses. Vous n'en reviendrez pas là, quand ça va être fait, c'est juste que là, on est encore les deux mains là-dedans. Je voulais rapidement vous dire qu'on a des livres audio extraordinaires. Puis je voulais vous en faire écouter, mais on n'aura pas le temps. Donc, si vous allez sur le site Internet, livres audio, par exemple, Oui Allô, si vous venez ici, vous allez avoir des petites capsules avec des extraits. Fait que je vous en fais entendre juste une petite minute. Alex aperçut un objet très étrange. D'abord, elle ne sait pas ce que c'est. En s'approchant, elle découvre le téléphone le plus bizarre du monde. Elle décroche le combiné, y colle l'oreille et attend. Oui, allô? Rien. Le silence. Alex s'assure que mamie ne peut pas la voir. Même si elle a la permission d'être là, sa grand-mère n'apprécierait sûrement pas qu'elle s'amuse avec ce téléphone. Alex appuie sur le 1. Pôle Nord, allô? Ho, ho, ho! Père Noël, que fais-tu? J'arrête ici parce que là, on n'aura jamais le temps de tout faire ce que je vais vous dire. Mais ça vous donne une idée. Des livres audio, on en a comme ça, une douzaine. Et là, ils sont en train d'être tous sur Audio, l'application de Radio-Canada. C'est gratuit. Fait que si vous avez le livre, ben, allez chercher l'audio, ça ne vous coûte rien. Puis si vous n'avez pas le livre, allez chercher l'audio pareil, ça vous coûte aussi rien. Donc, c'est l'application de lecture de Radio-Canada. Vous cherchez le titre du livre, vous allez le trouver. En fait, il y en a une partie qui sont déjà en ligne, puis une autre qui va être mise en ligne dans les 2 prochaines semaines. Donc, on fait une grosse production audio chez Fonfon. On fait de la musique originale par des grands compositeurs. On les travaille fort, 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 parce que ça, c'est mon passé de musicienne là, qui intervient. Donc, voilà, je vous inviterai à aller fouiller sur le site. Il y a le Club des créatures mystérieuses, qui est comme du documentaire sur des créatures à travers le monde. On a plein, plein de trucs vraiment trippants ici pour vous, enseignants. Là, j'arrête le partage. Je voulais vous parler d'une plateforme de création d'histoire qu'on est en train de travailler.
que là, on est en train de ne pas avoir le temps de regarder, mais il y a 1000 affaires qui s'en viennent chez Fonfon. Surveillez-le. On pense beaucoup à vous, les enseignants, à utiliser la littérature en classe, à avoir des expériences le fun de création d'histoire. Donc, n'hésitez pas. Le site web est dans le chat. Merci, Anne-Marie. Puis, suite à la présentation, s'il y en a qui veulent mon courriel, moi, honnêtement, je n'ai pas de problème à ce qu'il soit partagé, Nicolas et Anne-Marie. Oui, vas-y donc. Véronique, justement, si tu es d'accord, on pourrait partager, si tu veux l'écrire dans le chat, parce que, comme on l'a mentionné lors de la première présentation, évidemment, les personnes qui assistent à cette rencontre à partir du Québec doivent faire leurs achats pour les écoles par le biais des librairies agréées en vertu de la loi C-51. Cela dit, on a beaucoup de personnes qui, en ce moment, sont à l'extérieur du Québec et qui peuvent donc te contacter directement si elles veulent faire des achats. Alors, si tu veux partager, c'est déjà partagé dans la conversation. Vous avez le courriel direct de Véronique ou si vous êtes tombé en amour avec Véronique et que vous voulez lui écrire. Je pense que ça se peut. Donc, pour les personnes qui sont à l'extérieur du Québec ou les personnes qui voudraient faire des achats personnels, vous pouvez contacter directement Véronique pour faire vos commandes et ça vous permettra d'avoir en plus une relation d'éditeur à institution qui peut être super intéressante parce qu'éventuellement, je suis certaine, je parle à travers mon chapeau, Véronique, tu me diras si je n'ai pas raison, mais tu sais, des fois, des signets, des affiches, des matériels complémentaires, des primeurs, je ne sais pas trop. Donc, c'est toujours des belles relations à entretenir. Absolument. Puis, en tout cas, je vous tiendrai dans la loupe, là, informé. Suivez le projet, ça s'appelle Atelier de création Fonfon. Ça va être une plateforme pour écrire des histoires à partir des univers de nos livres. Ça va être gratuit, offert aux enfants qui pourront partager les histoires après. C'est juste fou, là. Ça va être magnifique. Là. C'est un projet qu'on travaille depuis longtemps. Bref, il est 13h01. J'aurais pu vous parler pendant 2 heures encore, mais vous auriez été tannés. Fait que merci. Faut-tu que je dise quelque chose? Avec Véronique, je veux juste le dire, les éditions Fonfon, comme vous allez voir le catalogue, c'est important de parler du fond, de pas juste des nouveautés. Puis vous le savez, c'est des centaines de nouveautés francophones sur le marché par semaine. Ouais. Mais un bon livre a une durée de vie, une pérennité. Puis avec le catalogue varié de Fonfon, à la fois, il y a des choses, on va réfléchir, on va aiguiser notre pensée critique. Des fois, on va être touché, ému. Et surtout, vous allez beaucoup rire. Puis lire pour le plaisir, c'est important parce que s'il faut que chaque lecture qu'un jeune a entre les mains, c'est une lecture évaluative parce qu'il va finir par avoir un texte. On ne développe pas des lecteurs qui vont avoir le réflexe de se tourner vers ça pour se divertir. Alors que, ma foi, c'est une richesse très précieuse. Et encore une fois, on a la chance au Canada d'avoir accès à la littérature, aux livres. Puis avec Fonfon, on voyage à travers une myriade d'émotions et de personnages inoubliables à découvrir. Véronique, merci. On se dit à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Véronique. Merci de l'invitation. Bisous tout le monde.